C'est au cœur du Sahara africain que se situe la région la plus aride du globe. Sur des centaines de kilomètres, ne pousse aucune herbe, ne rôde aucun animal. Nulle caravane ne se risque dans ces grands espaces, dépourvus d'oasis, désertés par la vie. Seuls s'y rendent les passionnés du désert, aventuriers ou scientifiques, telle cette équipe d'archéologues et de climatologues qui fait route vers le terrain de ses recherches, très loin en Égypte, à l'ouest du Nil. Là où ne tombent que quelques gouttes de pluie par an. Wir müssen noch um den Vorsprung rumfahren. À l'exemple du fondateur au XIXe siècle des sciences africaines, l'érudit Heinrich Barth, dont leur institut porte le nom, ces chercheurs de l'université de Cologne unissent leur savoir pour mettre en relation civilisation et climat. So, gimme. Ils parcourent depuis de nombreuses années les régions arides d'Afrique. Ils y ont leurs repères, retrouvant les traces laissées par d'autres explorateurs, attentifs à toute manifestation de présence humaine, tels ces énigmatiques nageurs, que font-ils perdus en plein désert, qui ornent une caverne préhistorique. L'oasis de Dakhla est le point de départ et le dernier lieu habité de ce périple. Pourquoi y trouve-t-on de l'eau, alors que plus loin vers l'ouest, le paysage est nu de toute végétation? À quoi est due cette sécheresse? A-t-elle toujours existé? Ce voyage dans le désert égyptien, ponctué d'étapes, sera l'occasion de poser à vif des questions sur le fonctionnement global du climat, sur les fluctuations qui l'affectent au cours des temps et sur les conséquences de ces changements. Les climatologues s'intéressent plus particulièrement aux dernières centaines de milliers d'années, ce qui représente une infime partie de l'histoire de la Terre. Ils cherchent à comprendre à quoi sont dues les variations naturelles du climat sur une période d'au moins 30 ans, afin de les distinguer de celles provoquées aujourd'hui par les hommes. À environ 200 km de Dakhla, au centre du Sahara égyptien, la grande mer de sable déverse ses vagues de dunes, gonflées par les vents du nord. Wir stehen hier auf einem steinzeitlichen Siedlungsplatz am Fuße einer Düne, der großen Sandsee. Vor dieser Düne erstreckte sich vor etwa 8.000 bis 10.000 Jahren ein See, der menschliches Leben hier ermöglichte. Ein wesentliches Ziel unseres gesamten Forschungsprojektes besteht ja darin, den Zusammenhang zwischen menschlicher Siedlungs- und Wirtschaftsweise, seiner Kulturentwicklung und dem Klima- und Landschaftswandel in den großen Trockengebieten Afrikas herauszufinden. Und hier haben wir ein sehr gutes Beispiel dafür. Nirgendwo ist der Klima- und Landschaftswandel in so extremer Form zu verfolgen wie gerade in der Sahara. Was wir nun auf diesem Fundplatz hier finden,
Knochen, Reste von Pflanzen, das heißt Holzkohle und verkohlte Samen und Früchte, die können uns einerseits Aufschluss geben über die Umwelt. Sie können uns sagen, welche Tiere hier leben konnten. Sie können uns sagen, welche Pflanzen hier gewachsen sind. Das heißt, wir können also die Umwelt rekonstruieren. Andererseits auch können sie uns sagen, welche Nahrung den Menschen zur Verfügung stand. Please don't step on it. What's that? Bone. Well, surely an animal. What we would like, we have to collect it. And then it has to be examined by an archaeologist who can tell us perhaps which kind of animal it was, and at least it's important to know if it was a domesticated animal or if it was a wild animal, because this tells us a lot about the way of life of the people. Oh, moin moin. Marhaba. Rudolf Cooper le conduit vers le champ de fouilles où travaille son équipe. Yalla, yalla. Stana, stana. Was wir hier machen, ist, dass wir exemplarisch 4 Quadratmeter zunächst einmal die Oberfläche säubern von den Artefakten. Das heißt, die Artefakte werden abgenommen, werden beschriftet, werden eingemessen. Und in einem zweiten Schritt wird dann der Flugsand abgenommen, wird durchgesiebt und die darin enthaltenen Knochen und Artefakte wiederum aussortiert und verpackt. Und 81? Ja, 1 Meter geht's hinten dran. 98, genau. 97, 20, 97. Welche Höhe? Liegt dieses Stück, was 4 cm nach Osten und 3,5 nach Süden geht. Pourquoi creuser une tranchée? Pour remonter le fil du temps et recueillir les indices qui se sont accumulés par couches successives au bord de l'ancienne étendue d'eau. Difficile d'imaginer ici des hommes préparant leur repas sur les rives d'un lac, au pied de collines verdoyantes sur lesquelles couraient lièvres et gazelles. Se demande-t-on pourquoi le vent soudain se lève? Comment passent les nuages? Pourquoi le soleil brûle sous les tropiques? Dans le désert, oui, car ici, rien n'est évident. Climat, en grec, signifie inclinaison. Mot bien choisi, car c'est justement l'inclinaison des rayons du soleil sur la sphère terrestre qui est à l'origine des climats. En effet, vers l'équateur, les rayons du soleil arrivent perpendiculairement et se concentrent sur une petite surface, d'où leur intensité. Vers les pôles, les rayons lumineux arrivent obliquement et s'étalent sur une plus grande surface, d'où leur faiblesse. À cela s'ajoutent les différences d'ensoleillement dues à l'inclinaison de la Terre sur son axe de rotation. Au pôle, le jour règne tout le temps en été, mais le soleil est faible. En
En hiver, l'absence totale de soleil intensifie le froid polaire. La quantité de soleil dont bénéficie une région sur l'année définit son appartenance à une zone de température, chaude, tempérée ou polaire. Mais ne dit rien des courants chauds ou froids, humides ou secs, qui modèlent ces paysages. Tracks. Au-dessus du désert passent de rares nuages, dispersés et diaphanes, comme égarés au hasard des cieux. Pourquoi ne pleut-il jamais ici? Alors que 2000 km plus au sud, des trombes d'eau arrosent la forêt équatoriale. À l'équateur, la surface de la mer, très chaude, s'évapore facilement. Un air chargé d'humidité baigne les forêts équatoriales. L'air humide, chauffé par le soleil, s'élève. Il rencontre un front froid dans les hautes couches de l'atmosphère, perd progressivement de la chaleur et se condense. C'est ainsi que se forment les gouttes d'eau. Des pluies abondantes tombent dans la zone équatoriale. L'air asséché redescend sur les tropiques, créant des zones désertiques à égale distance de l'équateur sur les deux hémisphères. Ces vents secs, nous les voyons souffler sur les dunes de la Grande Mer de Sable. Die große Sandsee Ägyptens ist eines der größten Dünengebiete der Erde. Auf dem Satellitenbild erkennt man sehr deutlich, dass sie aus bis zu 600 Kilometer langen Längsdünen besteht, die bis zu 100 Meter hoch sind und durch die Passatwinde, die beständig aus dem Norden wehen, gebildet wurden. Wir befinden uns jetzt an dieser Stelle und das ist die Düne, die hier auf dem Satellitenbild wiedergegeben ist. Les vents chauds font route vers le nord et les vents froids vers le sud, mais ils sont sans cesse déviés par le mouvement de rotation de la Terre. Les régions tempérées, comme la France, sont sujettes à l'affrontement de l'air froid des pôles et de l'air chaud des tropiques, tous deux entraînés d'ouest en est par le mouvement de la Terre. Comment naissent les cyclones et les anticyclones? En cas de cyclone, les vents, déviés par la rotation de la Terre, convergent dans le vide laissé par l'air chaud et humide qui monte au-dessus des mers tropicales en direction de la haute atmosphère. En cas d'anticyclone, les vents et les nuages s'éloignent des zones occupées par l'air sec et lourd qui prend toute la place. On voit bien comment les nuages évitent, en les contournant, les zones anticycloniques où le ciel reste bleu. Les différences de température entre l'équateur et les pôles sont atténuées par l'échange constant d'énergie auquel procèdent les vents et les courants marins. Les vents circulent très vite, amenant de l'air chaud dans les régions froides et vice-versa.
les courants marins circulent plus lentement. Ils transportent la chaleur de l'équateur vers les pôles. Refroidis, donc plus lourds et chargés du sel que rejette la banquise, ils plongent dans les profondeurs de l'océan Arctique. Ce sont les différences de température qui engendrent ce mouvement. L'histoire est toujours la même. Ce qui est chaud et léger monte, ce qui est froid et lourd descend. Le Soleil est le grand dispensateur d'énergie. Au centre du système, il agit donc à la fois sur l'air, l'eau et les continents, qui, tels des dieux et déesses de l'Antiquité, réagissent chacun à leur manière et s'affrontent sans relâche. Sous quel climat sont nées ces roches étranges? Pendant une période humide, où il y avait des lacs intermittents. Puis les lacs se sont évaporés, définitivement. Des vents du nord, acharnés et constants, ont creusé, sculpté les sédiments lacustres avec le même angle d'attaque, donnant forme à cet ensemble. In der Sahara gab es immer wieder lange Phasen der Trockenheit und kürzere Phasen der Feuchtigkeit. An diesem sehr harten Sandstein erkennt man sehr gut die Formung, die dieser Fels während der letzten Trockenphase von vor 100.000 Jahren bis vor etwa 10.000 Jahren unterlaufen hat. Es sind die typischen Formen von Winderosion, wie sie während sehr trockener Phasen entstanden sind. Il y a donc bel et bien une histoire des climats dont on peut remonter le cours et interroger le déroulement. Les climats changent à l'échelle des millénaires et dans le désert, cela conduit à une transformation radicale du paysage. Aujourd'hui, cette région est très aride, mais l'on trouve à plusieurs endroits des traces de lacs. Que s'est-il passé au juste? Il y a environ 10 000 ans, des pluies abondantes se sont mises à tomber, créant une multitude de points d'eau. Puis, il y a 5 000 ans, elles ont cessé. Et aujourd'hui, le climat est redevenu sec. Mais qu'est-ce qui a provoqué ces pluies? La mousson d'été. Le mécanisme de la mousson fonctionne encore aujourd'hui. L'été, le continent se réchauffe plus vite que la mer, entraînant une montée d'air chaud et léger au-dessus des terres. Le vide ainsi créé attire le vent marin chargé d'humidité et porteur de pluies diluviennes. Mais que vient faire la mousson en plein Sahara? À certaines périodes de l'histoire des climats,
les pluies de mousson ont été plus fortes et ont pénétré plus loin à l'intérieur du continent. Des lacs tels que ceux-ci se sont formés temporairement dans des zones habituellement arides toute l'année. Ce phénomène a concerné l'Afrique et bien sûr l'Asie. Le Tibet, à l'abri derrière la chaîne himalayenne, a ainsi bénéficié il y a 10 000 ans de pluies plus abondantes qu'aujourd'hui. Les lacs, qui ont bonne mémoire, en ont gardé des traces. Françoise Gasse, climatologue, analyse l'eau. Normalement, ça se traîne à l'arrière du bateau à faible vitesse, mais un petit peu plus qu'on... C'est beaucoup moins salé qu'au bord, parce que l'évaporation sur le bord est plus forte en fait relativement. Donc là, ça fait 15 microsiemens, ça fait à peu près 13-14 grammes de sel par litre. L'eau est très salée. Pourquoi ? Parce qu'elle s'est considérablement évaporée. Seul le sel est resté au fond du bassin lacustre. Preuve supplémentaire, en observant attentivement les falaises abruptes, on retrouve dans les hauteurs de petites coquilles qui ne prolifèrent qu'en eau douce et l'on se rend compte que le niveau du lac a été par le passé beaucoup plus élevé. Il pleut encore au Tibet, mais beaucoup moins qu'il y a 10 000 ans. Le Tibet et le Sahara ne sont pas les seuls lieux où les changements climatiques ont eu une telle ampleur. La Terre, ces 3 derniers millions d'années, a traversé de grands cycles d'environ 100 000 ans, au cours desquels la température moyenne a oscillé d'environ 5 degrés, ce qui paraît peu au vu des conséquences. Il y a 20 000 ans, en pleine période glaciaire, la calotte polaire descendait jusqu'à la hauteur de New York et recouvrait tout le nord de l'Europe. Une grande partie de l'eau de la planète était stockée sous forme de glace. Le niveau des mers était de 120 mètres plus bas qu'aujourd'hui. Il était possible d'aller à pied, d'Asie en Amérique, de France en Angleterre. Comment les scientifiques ont-ils eu confirmation de ces grands cycles ? Ils ont compris que les calottes polaires se sont formées par accumulation de couches de neige, année après année, pendant des millénaires. Ils ont en outre découvert que la neige qui tombe sur les pôles n'a pas la même composition pendant les périodes chaudes et pendant les périodes froides. Cela les a amenés à extraire des carottes de glace pour les étudier. Parallèlement, ils ont découvert que les dépôts qui s'accumulent au fond des océans diffèrent eux aussi en fonction des périodes chaudes ou froides. Ils ont extrait des carottes marines. En comparant les carottes marines et les carottes extraites des pôles, ils ont vu se dessiner, grâce à une courbe de température, la succession des périodes glaciaires et interglaciaires. Les climats de la Terre dépendent les uns des autres. Il n'y a pas de frontières pour les vents, les nuages et les courants marins. Sur la courbe des températures établie d'après une carotte de glace de l'Antarctique, on distingue une pointe vers le haut qui indique clairement que la température était plus clémente il y a 10 000 ans. Il est surprenant de trouver dans les glaces polaires confirmation de ce que l'on observe sur le terrain au Tibet et au Sahara.
übertrage das mal hier runter. Darüber. Das ist der Vorsprung. Ja. Und wo ist unser Standort? Hier, dann sind wir Hier. hier. Und der Akaba-Pass? Akaba-Pass ist hier rauf. Das wären also etwa unter 30 Grad. Ja, kann hinkommen. 30 Grad sind das, ne? Mal gucken, ob es... Rodolphe Cooper et Stéphane Kröpeling comparent la photo satellite avec le relief environnant. Scrutant le paysage, ils prennent des mesures d'angle sur les pics des montagnes qui leur servent de repère. Kegelberg da unten, den können wir als Ansteuerungspunkt nehmen. Der liegt Ils travaillent ainsi en géographe et en géologue pour mettre au point une carte détaillée de cette région peu fréquentée. prima. Fahren wir darauf zu. Als AP hätten wir jetzt etwa den Spitzkegel da hinten. Können wir? Le paysage, aux confins de l'Égypte, n'est pas sans évoquer la planète Mars. L'eau a modelé le décor, mais elle s'est volatilisée, laissant à celui qui s'enfonce dans le lit des rivières une sensation de soif, de disparition. Une des nombreuses vallées qui entaillent le plateau, celle de Wadi Bakht, a une histoire. Une histoire d'eau, bien sûr, de vent et de sable, mais avant tout une histoire d'homme. Un cours d'eau a creusé une vallée dans le plateau du Gilf Kebir il y a environ 20 millions d'années. Lors de la dernière période glaciaire, les alizés venant du nord ont ramené du sable et ont construit pendant 80 000 ans une dune longue de 800 mètres qui a barré la vallée. Les vents secs soufflent plus fort pendant les périodes glaciaires et contrairement aux idées reçues, les déserts sont plus étendus quand il fait froid sur Terre. En effet, l'eau des océans, elle aussi plus froide, s'évapore moins. Il y a moins de nuages et donc moins de pluie. Il y a 10 000 ans a commencé une courte période humide et les pluies ont été assez abondantes pour que se créent à l'arrière de la dune barrage des lacs intermittents. La végétation a poussé sur la dune, des hommes s'y sont installés. Il y a 4800 ans environ, sous la pression de l'eau, une brèche a brutalement fait céder le barrage et le lac s'est vidé définitivement. Puis le désert s'est asséché. Une nouvelle dune, reconnaissable à son arête acérée, s'est formée depuis qu'a cessé la période humide. Pendant toute la période où les lacs intermittents ont existé, ils ont laissé des dépôts qui nous permettent de voir, grâce à la brèche qui a suivi la rupture de la dune, ce qui s'est passé ici. Il ne s'agit plus cette fois de millénaires, mais d'années. Et à l'aide de petits morceaux de charbon, il a été possible de dater au carbone 14 les différentes couches.
Stéphane Kröpelin et les chercheurs de Cologne sont venus plusieurs années de suite travailler dans ce lieu exceptionnel. Ce sont eux qui ont creusé ces niches dans les dépôts lacustres pour prélever des échantillons. Jede einzelne dieser alten Schlammschichten bezeugt Seen, die hier vor Jahrtausenden existiert haben. Eine dickere Schicht bedeutet monatelang stehendes Wasser, während eine dünnere Schicht wie hier lediglich auf Wasser während einiger Wochen oder weniger Monate schließen lässt. Dazwischen sind immer wieder Hinweise durch diese Sande auf eine dazwischenliegende Trockenphase. Chacune de ces 1000 feuilles raconte une des 1000 tempêtes de sable qu'a connue la vieille dune pendant la période sèche. Et ces racines blanches nous laissent deviner la profusion de roseaux qui entouraient les rives des lacs pendant la période humide. Marcher sur un lac qui n'existe plus, sur des rivières qui ne coulent plus, provoque une sensation de manque, d'absence. Pourquoi la pluie a-t-elle cessé de tomber? Pourquoi les moussons sont-elles moins puissantes qu'autrefois? La réponse est dans le ciel. Elle est d'ordre astronomique. La Terre, qui n'est pas seule dans le système solaire, subit l'influence, l'attraction de la Lune et des autres planètes. Cela fait légèrement varier sa position par rapport au Soleil. Et de 3 manières. La Terre est plus ou moins penchée vers le Soleil selon un cycle de 41 000 ans. La Terre tourne autour du Soleil en passant d'un cercle à une ellipse selon un cycle de 100 000 ans. La Terre oscille comme une toupie, ce qui inverse les saisons. En effet, il y a 11 000 ans, la Terre était relativement près du Soleil en été dans l'hémisphère nord. Aujourd'hui, en dépit de ce que l'on pourrait croire, la Terre est relativement loin du Soleil en été dans le même hémisphère. Toutes ces variations fonctionnent en même temps, chacune à son rythme. Ces différences d'ensoleillement, notamment en été, se combinent et font changer le climat. Il en résulte de grands cycles d'environ 100 000 ans, à l'intérieur desquels se succèdent une longue période glaciaire avec de grandes calottes polaires et une courte période interglaciaire. Mais cette histoire de glaciation ne répond pas à la question qui s'impose en ces lieux. Pourquoi a-t-il plu ici il y a 10 000 ans? Parce qu'à ce moment précis, 2 phénomènes astronomiques favorables aux étés chauds ont eu lieu en même temps. La Terre était plus près du Soleil en été et plus penchée vers lui. Avec des étés très chauds, l'eau des océans s'évaporait plus, les pluies de mousson remontaient plus loin au nord, jusqu'au Sahara, où la vie était possible. Cette conjonction bénéfique n'a duré que 5000 ans. C'est donc un concours extraordinaire de circonstances astronomiques, géologiques, climatologiques qui ont fait de cette vallée un site particulièrement hospitalier.
Si des êtres humains ont choisi ce lieu pour s'installer, ce n'est donc pas un hasard. Le lac barrage a arrêté l'eau qui ruisselait des hauteurs du plateau, même pendant la période où les pluies commençaient à se faire rares et où le désert s'étendait. Plaisons-nous à imaginer sur les rives, ou à l'ombre des arbustes qui poussaient sur la dune, l'effervescence festive des nomades arrivés à destination. Die fossile Düne, auf der wir hier stehen, ist mit Hunderttausenden, ja Millionen von Steinartefakten übersät. Alle Steine, die wir hier sehen, müssen vom Menschen hergebracht worden sein. Hier auf der Düne sind die Siedlungsspuren älter als 6000 vor heute. Das Fundmaterial ist charakterisiert durch kleine Werkzeuge, durch Artefakte, die wir als Mikrolithen bezeichnen und die eingesetzt waren in Schäftungen und als Harpunen oder Pfeilbewehrungen dienten. Daneben kommt auch eine sehr grob gearbeitete Keramik vor. Wir wissen nicht, ob die Menschen, die hier auf der Düne, die damals natürlich bewachsen war, gelebt haben, als Jäger und Sammler lebten, die von hier aus das Wild, was an die Seen zur Tränke kam, gut beobachten konnten, oder ob sie bereits Viehhaltung betrieben, das heißt also Rind, Schaf und Ziege mit hierher gebracht haben. Ces déchets modernes, qui évoquent un univers de science-fiction, signalent la présence d'une piste d'atterrissage datant de la dernière guerre mondiale. À Wadi Sora, la vallée des images, nous allons découvrir le lieu le plus énigmatique de notre voyage. Une grotte, décorée de peintures rupestres. Les rares explorateurs qui ont eu la chance de l'admirer l'ont appelée la grotte des nageurs. Pourquoi ce nom étrange en plein désert ? Die Felsbilder, die sich an vielen Teilen der Sahara finden, spiegeln den Klima- und Landschaftswandel dieses Raums unmittelbar wider. Nach einer Phase, in der Krokodil, Nilpferd und Elefant dargestellt werden, also Tiere, die erhebliche Anforderungen an die Umwelt und an den Wasservorrat stellen, folgt eine Phase, in der Savannentiere wie Gazelle, Antilope, Giraffe überwiegen, in der vor allem aber das Rind das Hauptthema in den Darstellungen ist. Qui sont ces hommes à la silhouette filiforme et aux larges hanches ? Sans doute des Africains, remontés du sud avec leurs troupeaux pour suivre la progression des pluies de mousson. Ces peintures sont probablement vieilles d'environ 6000 ans. Elles datent d'une période où le Sahara commençait à s'assécher. Ce personnage à tête d'animal ne rappelle-t-il pas un dieu de la mythologie égyptienne ?
que font ces petits personnages qui flottent, les bras étirés? Leur attitude a soulevé des controverses. Pour certains, très pragmatiques, la question était vite réglée. Puisqu'il y avait une nappe d'eau devant la caverne, ce sont sans aucun doute des nageurs. D'autres se sont demandé si les personnages représentés n'étaient pas en train de planer, de tournoyer dans les airs pour accéder à un monde surnaturel. Für den Geologen stellt sich die Frage, ob hier vor der Höhle wirklich einmal Wasser gestanden haben kann. In der Tat lassen die Form und die Ablagerungen in diesem Tälchen darauf schließen, dass nach heftigen Niederschlägen ein kleiner See ausgebildet war, in den man springen konnte oder in dem man schwimmen konnte. Während der Feuchtzeiten hat das Wasser diese Schlucht ausgeräumt und Sande und Grobmaterial transportiert. Man muss sich vergegenwärtigen, mit welcher Gewalt das Wasser geflossen sein muss, diese groben Blöcke zu bewegen. Quand cette région s'est asséchée, les hommes ont dû chercher ailleurs eau et subsistance. Une partie d'entre eux s'est sans doute dirigée vers les rives fertiles du Nil et a contribué à la fondation de la civilisation égyptienne. Idée nouvelle, au regard de celle plus commune qui veut que la civilisation égyptienne n'ait été fondée que par des hommes venus de l'Est, de Mésopotamie et de Palestine, et qui omet le rôle civilisateur des Africains venus de l'Ouest, porteurs eux aussi d'une culture développée. Rien ne distingue les unes des autres les milliers de collines jetées sur cette plaine comme de gros cailloux. Pourtant, l'une d'elles porte un nom. Abou Balas, nom qui laisse songeur ceux qui, à la clarté des lampes, explorent les mapes-mondes. Qu'a-t-elle, cette colline, de plus que ses sœurs? Elle et elle seule racontent une histoire, celle d'une époque où la pluie ne tombait déjà plus sur cette région. Abou Balas, en arabe, veut dire le père des jarres. Pourquoi y a-t-il autant de jarres rassemblées au même endroit? Elles ont été transportées de l'oasis de Dakhla à Dodane sur plus de 300 km. Ainsi a été créé artificiellement un point d'eau à l'usage des voyageurs en route vers des contrées lointaines. Les hommes avisés qui ont trouvé cette solution étaient des Égyptiens de l'Ancien Empire. Ils ont laissé d'autres traces, gravant les roches de cette colline comme pour marquer l'importance du lieu. Nous voyons se dessiner un grand mouvement en quête d'eau qui laisse peu à peu le désert aux seuls voyageurs. Pour les chercheurs qui nous font découvrir ces lieux exceptionnels, l'aridification du Sahara est l'un des moteurs de l'histoire africaine des 10 derniers millénaires. L'eau qui irrigue l'oasis de Dakhla est vieille de 10 000 ans.
Elle date de l'époque où des pluies de mousson tombaient sur le Sahara et se maintenaient dans des anfractuosités souterraines. Il y a 5000 ans, les pluies ont cessé. C'est cette réserve d'eau fossile, utilisée avec parcimonie, qui a fait fleurir l'oasis pendant des millénaires. Et ce lac, il a été aménagé en 1991. Son eau, contenue jusqu'alors dans une poche rocheuse, est extraite artificiellement. Mais laissée à l'air libre, soumise à la chaleur du soleil saharien, elle s'évapore très vite. Si cela continue, la nappe phréatique vieille de 10 000 ans sera épuisée dans 30 ans, une génération, et Dakhla n'aura plus d'eau pour vivre. Où nous situons-nous dans l'évolution naturelle des climats ? Nous sommes en période interglaciaire. Le désert est certes plus étendu qu'à l'époque exceptionnelle du désert vert, mais moins qu'en période glaciaire. D'après les calculs des astronomes, la prochaine glaciation commencera dans 20 000 ans environ, pour atteindre son maximum dans 60 000 ans. Et qu'en est-il de l'effet de serre ? Ne va-t-il pas perturber ces prévisions ? Les gaz à effet de serre présents naturellement dans l'atmosphère retiennent à la surface de la Terre une grande partie de la chaleur du Soleil. Sans eux, la température de la planète serait de moins 18 degrés, alors qu'elle est aujourd'hui de 15 degrés en moyenne. Mais depuis une centaine d'années, les gaz à effet de serre issus des activités industrielles et agricoles augmentent, provoquant, selon l'avis de nombreux scientifiques, un réchauffement accéléré de la planète. Le climat de la Terre risque de se modifier à l'échelle de quelques dizaines d'années. Hommes, plantes et animaux devant faire face à des transformations brutales de leur milieu, de leur source de vie. Si les civilisations humaines dépendent étroitement du climat et de l'eau, le climat dépend aujourd'hui non seulement de causes naturelles, mais de choix de civilisation. Saisir l'enjeu du climat, être à son écoute, c'est chercher à mieux le connaître afin de respecter sa lente évolution. C'est faire preuve de civilisation.